Très bien. Alors, rebonsoir enfin bonsoir pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Ravi pour cette présentation et bravo pour les courageux qui tiennent encore le coup à cette heure-ci après une journée bien chargée et bien riche. Donc, on va parler de la conduite à tenir à avoir devant une urticaire. Alors, l'urticaire vient du latin urtica, ça vient de l'ortie, c'est une plante, hriga. Si on la touche, on développe une petite lésion urticariforme ou urticarienne, et donc ça vient de là. Le nom a été donné à partir de la plante. C'est une dermatose inflammatoire qui est fréquente, et l'urticaire, contrairement au prurite, va toucher la peau et les muqueuses. Alors que tout à l'heure, on a vu dans le prurite, ça ne touche que la peau et éventuellement les semi-muqueuses. Alors la prévalence de l'urticaire aiguë au cours d'une vie dans la population va jusqu'à 20%, c'est-à-dire que 20% de la population générale va un jour faire une urticaire aiguë, et des fois, dans certains pays, c'est plus fréquent que ça. On a tous, enfin beaucoup d'entre nous ont fait un épisode d'urticaire à l'occasion de quelque chose. Et la prévalence de cette urticaire va augmenter en cas de terrain atopique. Donc les atopiques vont faire plus d'urticaire que les autres. Et il faut distinguer d'emblée les urticaires aigus des urticaires chroniques, parce que la conduite à tenir ne va pas être la même. Le diagnostic de l'urticaire cliniquement est en général facile, vous le connaissez, on va le rappeler. Il va reposer sur l'interrogatoire et l'examen clinique, mais le problème de l'urticaire, c'est son étiologie. C'est quelle est la cause. Il faut chercher la cause devant l'urticaire chronique. Pas devant l'urticaire aigu, ne va pas poser beaucoup de problèmes, mais l'urticaire chronique va imposer un bilan à la recherche d'étiologie. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un grand pourcentage d'urticaires sont dits idiopathiques. Idiopathique, appelé aussi urticaire chronique spontanée, c'est-à-dire il n'y a aucune cause retrouvée, avec tous les bilans qu'on fait, il n'y a rien. Donc on va conclure à une urticaire spontanée qui est une sorte de réaction à des stimuli multifactoriels. Donc ce n'est pas toujours une allergie. Alors la physiopathologie rapidement, on vous a toujours enseigné que l'urticaire c'est le résultat d'une dégranulation mastocytaire à l'occasion de stimulus. Aujourd'hui, pour résumer, il faut déjà séparer deux types d'urticaires. Il y a des urticaires dits immunologiques ou immunoallergiques et des urticaires non immunologiques. C'est-à-dire que tous les urticaires ne sont pas synonymes d'allergie. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Donc les urticaires immunologiques, c'est une cause allergique et c'est IgE médié. Donc il y a l'implication des IgE et éventuellement des IgG. IG4. Par contre, les urticaires non immunologiques sont les plus fréquents et ils vont être complètement indépendants d'une réponse immunitaire. Donc ce n'est pas de l'allergie. C'est une stimulation du mastocyte, mais le mécanisme n'est pas allergique. Et donc, on va voir tout à l'heure que dans ce groupe-là, on va avoir des urticaires profondes qui ne menacent pas le pronostic vital, qui sont séparées de l'angioedème ou l'œdème de Quincke, qui, lui, est réactionnel allergique et grave, il peut donner un choc anaphylactique. D'accord? Vous voyez la séparation des choses? On va développer au fur et à mesure, mais il est très important de faire ces distinctions. Alors, avant, on disait que les mastocytes étaient au centre de la physiopathologie de l'urticaire, avec la sécrétion d'histamine, des granulations mastocytaires, libération d'histamine et la genèse des poussées. Or, on sait aujourd'hui que, au niveau de la surface du mastocyte, il n'y a pas que les récepteurs à l'histamine. Il y a beaucoup d'autres récepteurs. D'ailleurs, les traitements nouveaux qu'on est en train de développer vont cibler, ce sont des thérapeutiques ciblées, certains récepteurs. On va le voir tout à l'heure dans la thérapeutique. Alors, ces récepteurs peuvent être stimulés par un allergène dans le cadre immunologique. Donc, c'est un allergène, c'est une véritable allergie via une classe d'anticorps et les IgE. Le stress peut déclencher aussi via les neuromédiateurs et stimuler le mastocyte, certains médicaments, la présence d'auto-anticorps, et puis d'autres substances encore mal connues. Et cette activation va entraîner, dans tous les cas, une dégranulation des mastocytes qui va déverser de nombreuses substances. Il n'y a pas que l'histamine. Elle va déverser l'histamine et d'autres médiateurs de l'inflammation, comme les leucotriènes et les prostaglandines. C'est pour ça que dans les thérapeutiques récentes de l'urticaire, il y a les anti-leucotriènes, les anti-prostaglandines. Donc je donne toujours une explication physiopathologique parce qu'après le reste découle
C'est les recherches en physiopathologie qui entraînent les essais thérapeutiques et les nouveaux médicaments. Et donc, ce sont des substances qui vont provoquer les manifestations urticariennes et qui peuvent être aussi à l'origine de l'urticaire chronique ou l'urticaire chronique spontanée. Donc, avec un schéma simplifié, voilà ce qui se passe. Alors, il n'y a pas que le mastocyte qui joue un rôle. Il y a le lymphocyte et les éosinophiles qui vont jouer un rôle dans la physiopathologie de l'urticaire. Donc, voyez ici, on a les deux mécanismes. Alors, je vais regarder chez moi, parce que je ne sais pas si la flèche, elle ne circule pas. Bon, vous avez l'activation non immunologique, c'est-à-dire non allergique, ou qui va cibler certains récepteurs, le complément, les toll-like récepteurs, la substance P, la substance VIP, et c'est à ce niveau-là qu'on va avoir une action, par exemple, des opiacés. Éventuellement, si je suspecte un aliment, on va faire tenir au malade ce qu'on appelle un carnet alimentaire, pendant 15 jours ou un mois, où il met des croix le jour où il a quelque chose. Comme ça, quand je veux tester, je vais tester de manière ciblée. Je ne peux pas tester tous les aliments. D'accord? Et ça va vous orienter. Et puis, en général, les gens qui font des allergies alimentaires, t'es info. Donc, à l'interrogatoire, on peut avoir des choses. On peut avoir aussi une cause médicamenteuse, je ne vais pas y revenir. Les piqûres d'insectes peuvent être une cause chez certaines personnes d'urticaire aigu. Donc, les urticaires aigus, on reste dans ces étiologies, on va pas faire de bilan particulier, sauf éventuellement des tests par la suite. Dans l'urticaire chronique, on va réaliser un bilan après 4 semaines de traitement et résistance, ou, si j'ai des signes, quel bilan? Alors là encore, on a un bilan de première intention et un bilan secondairement. Le premier bilan va ressembler un petit peu à ce qu'on a vu pour les prurites. Donc, on va faire une numération formule sanguine pour l'iosinophilie, pour voir s'il y a une atteinte hématologique, un bilan inflammatoire, la thyroïde. J'ai dit tout à l'heure que la thyroïde était plus associée à l'urticaire qu'au prurite, n'est-ce pas? On va faire les anticorps antithyroïdiens, c'est très très important de faire les anticorps parce que c'est une thyroïdite auto-immune, souvent. Les sérologies des hépatites virales dans notre contexte et la parasitologie des selles. Ça fait daoualoul. Soit je vais trouver quelque chose, soit je ne trouve rien et je passe à l'étape secondaire. Alors, en cas de point d'appel, on a 2 situations cliniques. Soit l'urticaire est commune, classique, associée à un syndrome inflammatoire persistant, soit c'est une vascularite urticarienne. Dans ce cas-là, il faut faire la protéinurie des 24 heures, éventuellement une hématurie, l'électrophorèse des protéines, l'immunoélectrophorèse, le dosage des IgE, parce que dans les urticaires immunologiques, un taux très élevé des IgE est un facteur de sévérité et de gravité de l'urticaire. Ça veut dire qu'il va nous donner beaucoup de problèmes à résoudre. Donc c'est un bon marqueur de sévérité. Le dosage du complément, les anticorps, on l'a dit, le facteur rhumatoïde et d'autres en fonction du contexte, y compris le VIH. Alors, quelques cas chez les jeunes. Alors, quelques cas particuliers. Donc, devant une urticaire exclusivement déclenchée par le froid, qu'est-ce qu'on va rechercher? La cryoglobulinémie, le syndrome des agglutinines froides et les cryofibrinogènes. Donc, on peut les doser et en général, l'urticaire va se trouver essentiellement au niveau des mains en période froide ou là au contact de quelque chose de froid. Je prends un glaçon, je déclenche l'urticaire. Donc, tout à l'heure, vous vous rappelez quand j'ai dit l'urticaire, le prurite aquagénique doit faire penser au vaquèze. Ici, l'urticaire au froid doit faire rechercher ces pathologies-là. Toutes les pathologies associées au froid. Devant des angioedèmes récidivants sans urticaire superficielle. C'est-à-dire, il n'y a jamais d'urticaire superficielle, mais il faut toujours l'œdème de la vèvre, des mains, etc. Qu'est-ce qu'il faut penser? Il faut penser, surtout quand il commence jeune, à l'âge jeune, on va penser à l'œdème angioneurotique héréditaire par déficit en C1 estérase, en inhibiteur du C1 estérase. Donc, c'est une entité héréditaire, c'est des gens qui ont un déficit enzymatique, qui vont faire, vous allez, comme un angioedème. C'est un angioedème et ça peut être très grave chez certaines personnes. Donc, le déficit en C1 estérase est à rechercher quand je ne trouve rien du tout, parce que ça coûte cher. Et quand ça se répète, je vais faire le dosage. Ça se fait chez nous. Dosage quantitatif et qualitatif de l'inhibiteur du C1 estérase. Et si c'est positif, parce qu'on peut avoir une anomalie aussi bien qualitative que quantitative, et ben à ce moment-là, c'est une prise en charge, on va en parler tout à l'heure, particulière. Le C1 estérase.
Le C1 estérase inhibiteur. C'est l'inhibiteur du C1 estérase, c'est ce que j'ai dit. Alors, en cas d'angioedème chronique de la face sans facteur favorisant, il faudra, quand on trouve rien, déficit rien, il faut penser aux infections chroniques. Par exemple, faire une panoramique dentaire pour voir s'il n'y a pas un foyer ancien qui n'est pas traité. C'est ce qu'on appelait avant l'épine irritative infectieuse. On va faire un blondoscan ou une radio des sinus pour voir s'il n'y a pas une sinusite sous-jacente qui, elle, favorise la survenue de l'angioedème uniquement à ce niveau-là. Quand on a une vascularité une vascularité urticarienne ou là une systémique, on va faire tout le bilan dans le sens des maladies de système, ça on l'a dit. Donc voilà, vous pouvez prendre le schéma, je ne vais pas trop le détailler, c'est juste pour séparer les lésions typiques, donc urticaires et les étiologies à rechercher, et les lésions atypiques avec vascularite, où il faut faire une biopsie cutanée obligatoirement. Donc le bilan, c'est le même qu'on a dit, c'est une photo prise. Alors, les bilans vont changer d'un pays à l'autre parce qu'on s'adapte un petit peu chacun à son épidémiologie et aux pathologies fréquentes. Par exemple, en France, ils ne font pas les sérologies de l'hépatite B et C dans le premier bilan. Là, on le fait parce que c'est très fréquent et en même temps, c'est un moyen de dépistage. Donc, on le fait. Alors, les étiologies, maintenant, on va les passer une à une. On va commencer par les urticaires physiques. Je nomme les urticaires physiques. C'est le stimulus est physique. Il est mécanique. Soit c'est un dermographisme, c'est-à-dire quand je me frotte, quand je me gratte, il y a quelque chose qui sort. L'urticaire au froid, l'urticaire aquagénique, comme le prurite aquagénique, l'urticaire solaire, l'urticaire cholinergique et l'urticaire retardé à la pression. Donc on va les voir un petit peu. Le dermographisme, vous le connaissez. Les réactions au froid, donc on va faire, voilà, l'urticaire à la pression est une l'urticaire physique la plus fréquente. Il faut savoir y penser. C'est ce que je vous ai dit. C'est une ode avec une plaque d'urticaire. Un sac ou il marque au niveau de la bandoulière. Il s'appuie comme ça avec ses mains, les mains enflent. Donc il faut poser ce genre de questions et souvent c'est une cause d'urticaire chronique qui est un peu difficile à traiter, mais au moins on a une cause et on rassure les malades. L'urticaire au froid, le test est facile. On va prendre un glaçon par exemple et on va le donner à la main ou le poser sur une partie des bras et on va voir. Et on peut reproduire la lésion d'urticaire. Donc c'est un test très facile à faire. Et des fois, les malades qui font de l'urticaire au froid peuvent le faire à moins que ça, pas des glaçons. Juste un vent froid, un peu d'eau fraîche, etc. Et ça, en général, il faut poser ce genre de questions. Les malades vont vous dire, ah oui, vous avez raison, effectivement. Mais si on ne pose pas ce genre de questions, les malades ne peuvent pas être vraiment orientés. C'est à nous de les orienter vers ce genre d'étiologie. L'urticaire solaire est une forme très rare d'urticaire physique qui est déclenchée par l'action photoallergique d'un rayonnement solaire sur la peau et ça va donner une lésion œdémateuse qui est transitoire, qui va durer quelques minutes le temps de l'exposition. Et dès qu'il n'est plus au soleil, il n'y a plus rien. Mais c'est handicapant parce que les gens ont du mal à sortir et à vivre à l'extérieur. L'urticaire cholinergique, vous la connaissez, c'est une sécrétion au lieu que ce soit l'histamine, c'est l'acétylcholine, etc. Et c'est ce qu'on a quand on mange trop de fraises, par exemple, quand on est stressé. On peut avoir l'urticaire cholinergique après un effort physique. Ils vont courir, ils viennent avec une urticaire cholinergique. Et c'est particulier sémiologiquement parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, des lésions en tête d'épingle. Très très petite. Qu'est-ce qui ça donne? L'aspect harsh quand vous passez la main. Donc c'est très facile à reconnaître. Et là, vous posez la question. Soit le patient ou la patiente a pris, quand c'est aigu, il a pris des aliments cholinergiques, fraises par exemple, et des médicaments, etc. Soit c'est le fort. Si c'est chronique, là ça devient autre chose. C'est de l'urticaire cholinergique chronique. Il faut le prendre en charge pendant environ 2 ans pour que les choses s'amende. Il y a aussi ce qu'on appelle l'urticaire pudique. L'urticaire pudique, c'est quelqu'un de timide, et on a des lésions d'urticaire qui apparaissent sur le visage, ou souvent c'est le décolleté, et on appelle ça l'urticaire pudique. Moi, j'ai une étudiante, une résidente, qui tout de suite, dès qu'elle est en situation de stress, et parce qu'on montre l'urticaire pudique. Hein. Exactement. Ça, c'est une patiente qui, dès qu'on l'a déshabillée, elle était un peu stressée. Et l'urticaire, on n'a pas d'explication.
Mais en général, voilà, on rassure. Le plus important dans tout ça, c'est que quand on sait voilà la cause, mais c'est proche régime là, vous voyez, puisqu'il y a malheureusement dans l'urticaire énormément de régimes d'éviction inappropriés et qui n'ont aucune place, ils n'ont pas lieu d'être. Et donc quand on connaît ces causes-là, on rassure, on va donner les antihistaminiques et les autres traitements, et voilà, il y a rien de grave. Donc l'urticaire cholinergique, là encore, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très clair. Aquagénique. Donc c'est des lésions d'urticaire. C'est une malade, elle va se baigner, elle fait ça. Elle rentre dans une piscine, elle fait ça. Et c'est difficile à traiter, mais non du tout. Non. L'allergie au chlore va vous donner plus un eczéma de contact qu'une urticaire. Alors, donc les urticaires physiques est un gros chapitre des diagnostics et des étiologies de l'urticaire chronique. Il faut y penser. Pensez à ça et posez les questions, c'est la seule manière de trouver l'étiologie. Oui. Non, au soleil. Non, au soleil. Non, c'est les rayons. Il n'y a pas de... Ça, c'est le prurite. C'est une accentuation de prurite. On l'a dit tout à l'heure. Exacerbation à la chaleur, je vous l'ai dit. Pour le prurite, mais pas pour l'urticaire. Il faut faire la part des choses. L'urticaire est une entité, même si les bilans se rapprochent un petit peu, c'est deux entités complètement différentes. Alors, bien entendu, si je n'ai pas d'urticaire physique, si je n'ai pas une cause évidente, il faut que je recherche les maladies diverses. Il faut que je fasse attention, voir s'il n'y a pas une hémopathie, un cancer, une mucoviscidose, une maladie cœliaque, une dermatomyosite, une mastocytose. Mais ça, vous allez avoir des éléments. Ça ne vient pas comme ça. Il y a des choses qui vont vous orienter vers ces diagnostics-là, où souvent, ce sont des malades qui vont atterrir chez les internistes ou chez les dermatologues, etc. Pardon? Ah, il faut y penser. Parce que oui, on peut faire une urticaire de contact au cuir. On va voir tout à l'heure les urticaires au contact, c'est-à-dire au lieu que ça soit une ingestion, un contact peut déclencher. Ici, c'est une urticaire de contact. Mais comme c'est une muqueuse, la réaction va rapidement se généraliser à la peau. Oui, et elle peut ne pas avoir de réaction locale. On peut avoir un œdème des vulves ou la génitale, on peut rien avoir. On peut avoir une urticaire, une vraie urticaire. D'où l'intérêt de poser toutes les questions. Tout ce qui peut, un bridge dentaire aussi, on peut être allergique et faire une urticaire. Alors, les urticaires, oui. Oui, il faut l'enlever, absolument. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut l'enlever et le problème est réglé. Les urticaires alimentaires, donc parfois il s'agit d'une vraie allergie et des fois c'est juste des histaminolibérateurs. Il faut faire la part des choses. J'ai mangé beaucoup de chocolat pendant les fêtes, je fais une urticaire. Est-ce que je suis allergique au chocolat? Non. C'est une histaminolibération excessive. D'accord? Donc le tout n'est pas allergique. Donc faites attention à ce genre de choses. Dans tous les cas, en matière, si on suspecte une urticaire alimentaire, à distance des épisodes, on va pouvoir faire des prick tests alimentaires et prouver si cet aliment est vraiment en cause ou pas. Ce qu'il faut faire attention dans les urticaires alimentaires, c'est qu'on peut avoir des allergies croisées de contact. Je m'explique. Je suis allergique au latex par voie de contact. Je pourrais être, dans beaucoup de cas, allergique au kiwi parce que ça croise. Et ça, il faut des allergologues, il faut nous les adresser pour déblayer le terrain et parce que ça peut être dangereux. Ou là, contrairement, quelqu'un qui a une allergie au kiwi, il faut lui dire attention, ne prenez pas de gants en latex parce que vous pouvez faire une réaction. C'est les réactions croisées et je peux vous citer beaucoup d'exemples comme ça. Donc méfiez-vous des réactions croisées quand il s'agit d'allergies alimentaires. Sur certains sites spécialisés d'allergologie, vous pouvez avoir beaucoup d'aliments qui croisent. Par exemple, la pomme qui croise avec certains arbres fruitiers, etc. On a un arbre décisionnel, on les connaît pas tous non plus, et on fait attention. Quand j'ai quelqu'un qui est allergique à tel aliment, je vais chercher tout ce qui croise avec l'aliment sur Internet, et on va lui donner, voilà la liste qu'il faut éviter par précaution. Les urticaires médicamenteuses, je passe très rapidement, on en a parlé ce matin. Je vais parler, j'ai dit c'est l'apanage des aigus, exceptionnellement dans les chroniques. Mais on va quand même poser la question. L'urticaire de contact, j'y arrive, elles sont fréquentes, mais on les connaît pas, on n'arrive pas à faire souvent le diagnostic. Alors les lésions vont apparaître très rapidement après
au niveau de point de contact d'une substance responsable. Au moins de 30 minutes, vous allez avoir votre urticaire. C'est une réaction d'hypersensibilité immédiate. Je touche l'ortie, dans les 10 minutes qui suivent, j'ai la papule. Eh ben, c'est la même chose. C'est une urticaire de contact. Eh ben, exactement. J'ai cité l'exemple en bas. J'ai parlé un petit peu des gants de latex. C'est un très bon exemple. Les gants du chirurgien, du personnel paramédical, c'est une allergie de contact au latex qui, floule, c'est une allergie de contact au point local, mais elle peut devenir grave, elle peut devenir une urticaire étendue, voire carrément un œdème de Quick. Oui, le latex croise avec le kiwi. Le latex croise avec le kiwi. Oui, mais bon, qu'est-ce que je c'est vrai, ben c'est pas systématique. Ce n'est pas systématique, mais il faut que nous, communauté médicale, il faut qu'on le sache par précaution. Et si jamais quelqu'un fait une allergie au kiwi, il faut lui interdire. Et on a l'explication, c'est dit très bien. Comme il est allergique au latex, c'est normal qu'il croise avec le kiwi, par exemple, ou avec d'autres. Urticaire et dysthyroïdie, alors ça peut aller dans tous les sens. Oblique d'urticaire chronique, on fait les anticorps. Les thyroïdites auto-immunes sont très, très, très fréquentes chez les femmes dans notre contexte. Donc pensez à même s'il n'y a pas de goitre, même s'il n'y a pas de nodule, on peut avoir des dysthyroïdies auto-immunes. Et là, c'est la discussion avec les endocrinos. Les endocrinos, on ne donne du lévothyrox que si on a une perturbation de la TSH. Une partie des dermatos dont je fais partie, même si je suis en euthyroïdie, je donne des petites doses de lévothyrox et ça marche très bien. J'ai publié mes cas. Donc, je fais partie, même en France, ils sont départagés. C'est-à-dire que quand on est en euthyroïdie, on va respecter. Mais moi, si j'ai une résistance aux antihistaminiques, qu'est-ce qui m'empêche de donner de petites doses de lévothyrox pour améliorer les choses? Et ça peut marcher, il faut y penser. Non, si j'ai des anticorps positifs. Non, si les endocrinos, c'est-à-dire qu'en euthyroïdie, mais ça n'a rien à voir. On peut avoir une TSH normale, et des anticorps au plafond. Ça veut dire qu'il y a une thyroïdite auto-immune qui n'a pas encore retenti sur le fonctionnement de la glande. D'accord? Le lévothyrox, oui. Oui, parce que c'est juste un phénomène de chronicité dans le temps. Les mécanismes sont très complexes, mais c'est prouvé qu'il y a une action sur l'inflammation dans ce cas-là. Parce qu'on ne traite pas que les perturbations, on traite aussi le caractère inflammatoire dû à l'auto-immunité. Et le lévothyrox marche par ce biais-là. Donc, il va diminuer un petit peu l'inflammation due à l'auto-immunité. Et en général, c'est quoi? C'est une épine irritative. C'est un stimulus des mastocytes qu'on veut calmer par un moyen ou par un autre. Si mes antihistaminiques sont suffisants et que le malade est en euthyroïdie, je surveille. Mais vous savez que quand on a des anticorps très élevés, même en euthyroïdie, on est obligé de donner une corticothérapie par voie générale. Vous le savez, ça. Donc, anticorps légèrement élevés, je peux bricoler avec le lévothyrox, ça marche. Si par contre j'ai des anticorps au plafond, c'est une corticothérapie et un suivi endocrino. Non, pourquoi? Parce que les effets secondaires de la corticothérapie sont de loin plus importants que les effets secondaires du lévothyrox à petite dose. Oui, oui, mais souvent on a une euthyroïdie, souvent. On a mais dans la majorité, je suis en train de faire une thèse sur urticaire et thyroïdite. Et pratiquement tous les malades sont en euthyroïdie. C'est juste les anticorps qui sont élevés. Oui, bien sûr, c'est une réaction. C'est une réaction systémique par stimulation des mastocytes. Et j'ai dit tout à l'heure que le mastocyte, il est stimulé bouhdou. D'abord là, il y a le lymphocyte qui est stimulé. Et dès lors que le lymphocyte et les T-helpers rentrent en ligne de jeu de la physiopathe, tout ce qui est auto-inflammatoire et auto-immun, maintenant on comprend pourquoi. Parce qu'il y a une implication des lymphocytes dans la physiopathologie. Donc,
marqueur de l'inflammation, inflammation, je vais les calmer avec du lévothyrox si j'arrive. Ça encore, ce n'est pas du baseline en médecine, c'est des écoles. Mais si vous avez des anticorps élevés, il faut une corticothérapie et un suivi en parallèle avec l'endocrine. Dès qu'elle sort, je vous l'envoie. Moi, j'attends à la fin de mon mandat de l'ordre et je vais activer mon site et vous trouverez toutes les publications d'Yali ou de Khourin parce que je trouve que c'est important de partager les publications. Partager m'dabarit, mais là, la thèse est en cours. Alors, il peut s'agir de maladies infectieuses. Ça peut aussi être une cause d'urticaire chronique, la syphilis, les infections à mycoplasme, la maladie de Lyme. L'infection à Helicobacter pylori était très à la mode dans les étiologies de l'urticaire chronique il y a quelques années. La communauté dermatologique s'est un peu calmée parce que bon, il est tellement fréquent dans la population que au début on était content. Oui, j'ai trouvé l'hélicobacter, j'ai traité l'hélicobacter, il n'y a plus d'urticaire. Et ça a été les publications, etc. C'est tellement fréquent que ça pourrait être une épine irritative du système immunitaire, mais le lien de causalité est un peu difficile. C'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation, c'est départagé. Mais si vous avez une symptomatologie gastrique, vous ne perdez rien à faire la recherche d'hélicobacter et de les traiter, peut-être que ça marchera. Les parasitoses, comme pour le prurite, il faut chercher toutes les parasitoses, surtout s'il y a une hyperéosinophilie. Et puis, la plupart des viroses peuvent donner une urticaire, la mononucléose infectieuse essentiellement et l'hépatite B. Donc, c'est pour ça qu'on fait le bilan. La MNI, c'est à l'énumération que vous allez trouver la mononucléose infectieuse. Oui, alors très bien. Le Toxocara canis, c'est un parasite intestinal des chiens qui est recherché systématiquement en France en cas d'urticaire chronique parce qu'il est très fréquent, alors que chez nous, on a fait beaucoup de recherches. Oui, mais c'est pas le même. Il est plus au niveau des chiens. On l'a pas. On le trouve pas. Ils peuvent aussi être porteurs de parasites, mais c'est les chiens surtout. En tout cas, le bilan de première intention de la Tetscoum est marocain, et marocanisé, on l'a marocanisé. Si vous prenez le premier bilan de première intention en France, recherche de toxocarose, parce que c'est très fréquent dans leur épidémiologie. Donc, on cherche autre chose. On a l'idatidose, chacun son... Oui, c'est pour ça qu'il faut connaître l'épidémiologie locale et loco-régionale. Le raisonnement clinique, notre raisonnement clinique, doit obligatoirement tenir compte de notre épidémiologie. Sinon, on va s'égarer. Ils en ont beaucoup. Oui, absolument. Mais bon, on peut trouver aussi des parasitoses porcines. Alors, les urticaires d'environnement, ça peut être les piqûres d'hyménoptères. On sait très bien que ça peut donner jusqu'à des chocs anaphylactiques très importants. Et les malades qui font ça, ils ont toujours une trousse d'urgence avec eux. On peut avoir l'abeille aussi dans certains cas. L'abeille peut aussi donner ce genre de choses. Les pneumallergènes comme les acariens. Il y a des gens qui font des urticaires aux acariens. ديالكم القنيطره هذاك ديال الجولف سي بون j'ai été victime je le connais bien. Non mais ça c'est une piqûre mais ça ne donne pas d'urticaire, c'est quand même des lésions de piqûres d'insectes, c'est localisé au site de piqûre, mais les réactions peuvent être très importantes. Oui, je sais, il faut faire oui, je suis d'accord qu'il faut voir ce qui se passe. Donc, quand on a, par exemple, quand on a une symptomatologie respiratoire, eh ben, il faut penser à rechercher les pneumallergènes, d'accord, et les poussières de méso, parce que ça pourrait être la cause. Donc, il faut toujours prendre l'urticaire et voir ce qui est associé et raisonner en fonction. Le plus dur, c'est quand on n'a rien du tout, on va faire c'est une urticaire spontanée, calmez-vous, voilà le traitement, on vous suit, rassurez les patients. Donc, le problème devient difficile pour mettre en évidence les réactions croisées, là encore, pneumallergènes et allergènes alimentaires comme tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui croisent. Alors, les urticaires spontanés, 50% des urticaires spontanés, c'est-à-dire que j'ai fait tout ce bilan, j'ai pensé à toutes ces maladies et je n'ai rien trouvé. C'est là où on parle d'urticaire. Avant, on disait idiopathique, aujourd'hui, on dit spontané. Donc, on pense que c'est une hyper-réactivité des mastocytes à des stimulus différents. C'est-à-dire pas une cause, mais multifactorielle, et les mastocytes sont dérangés, ils vont s'emballer dans tous les temps, ils vont sécréter les facteurs et entraîner les urticaires.
Et voilà, ils deviennent fous. Non, en général, non. L'urticaire de contact, c'est plus le latex, les plantes, certaines choses, les aliments. Aussi, il y a des gens qui font de l'urticaire avec la tomate, mais les textiles, c'est plus prurite qu'autre chose. Ça peut donner un eczéma de contact. Séparer les choses. Urticaire, mais chez il y a l'eczéma. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, il est possible que l'anomalie à l'origine de ce urticaire spontané soit une fragilité excessive des mastocytes qui vont dégranuler, c'est pas ou c'est pas, à n'importe quelle occasion. Un petit peu ça, voilà. Les mastocytes deviennent un peu perturbés et à chaque fois, ils vont sécréter des choses dès qu'il y a un stimulus qu'on ne va pas connaître. Un petit mot pour l'angioedème, l'œdème angionorectique héréditaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a des caractéristiques. Alors, il est lié, comme j'ai dit, à un déficit quantitatif ou qualitatif en inhibiteur de la CA-estérase. Il va se traduire par des épisodes récidivants tout le temps. Et ces épisodes sont évocateurs lorsqu'ils vont respecter les paupières et prédominer au niveau des extrémités et des organes génitaux. Parce que quand on a un œdème normal, l'urticaire, les paupières sont prises aussi. Si vous avez un œdème récidivant et les paupières en général respectées avec l'idinsétenfro et tout, pensez à cette entité-là. Et faites le dosage du CA-estérase. Il est un peu cher, mais c'est chez France, donc les grands laboratoires tous le font. Alors, le pronostic est conditionné par l'atteinte laryngée, malheureusement. Alors, ce type j'ai une patiente collègue aussi qui fait ça, malheureusement, elle est handicapée, elle est tout le temps avec sa trousse d'urgence, etc. C'est des poussées qui peuvent être déclenchées par un traumatisme. Elle prend son bébé, le bébé fait un mouvement de la tête, et hop, c'est parti. Une fois un petit accident, trace le volant, trace les urgences. Parce que rapidement, ça peut prendre même laryngée. Donc, c'est vraiment, ces malades-là, on les suit de très près. Ils ont nos téléphones, ils ont une carte, ils ont un numéro d'urgence à contacter, ils ont le traitement, le protocole sur eux toute leur vie, au cas où ils tomberaient chez quelqu'un qui ne sait pas. Chez la fauche noradiduro. Donc, faites attention à cette entité-là. Mais il n'y a pas que l'inhibiteur du CA-estérase, il y a d'autres déficits que nous, particulièrement, on ne cherche pas, mais qui peuvent être en cause. Donc, on ne cherche pas tout, malheureusement. On peut avoir un déficit en alpha-antitrypsine, en alpha-chymotrypsine, l'inhibiteur de le C2 et C3. Donc, on peut avoir d'autres entités qui expliqueraient les prurites héréditaires. Les vascularites urticariennes et maladies de système. Alors, l'urticaire, 4 à 13% des grandes séries de vascularites, des vaisseaux dermiques superficiels, sont associés à une diminution du complément, de la fraction C1 du complément. Et c'est une entité particulière qu'on appelle McDuffie. La flèche, c'est ici, c'est pas en bas. Urticaire plus le complément qui est bas, c'est une entité particulière qu'on appelle syndrome de McDuffie. On en a quelques cas, ça court pas les rues, donc il faut y penser. Il faut aussi penser, devant ces cas-là, au lupus systémique érythémateux, en premier. Donc McDuffie, lupus, TG ou les autres connectivites, sclérodermie, dermatomyosite, périartérite noueuse. Donc, vous voyez, toutes les maladies auto-immunes peuvent s'accompagner d'urticaire. Si, c'est une urticaire fixe, c'est la vascularite urticarienne. Fixe. Fixe avec une vascularite leucoclasique, comme j'ai dit. Donc, le Sjogren, le Cogan, vous voyez le nombre de pathologies systémiques qui peuvent s'accompagner avec une vascularite leucocytoclasique. Le paranéoplasique, rarement avec une urticaire, c'est exceptionnel. On a tout à l'heure, j'ai cité le cancer et l'hémopathie dans les diverses, vous vous rappelez, la plaque, mais on va pas le chercher comme ça d'emblée s'il n'y a pas de signe d'appel. Je vais pas lui faire un PET scan parce qu'il a une urticaire. D'accord? Mais il faut voir. Un vieux monsieur qui a 95 ans, qui a une dysurie, une pollakiurie, je vais penser à la prostate, etc. Mais c'est exceptionnel. Ça peut exister, mais c'est exceptionnel. Donc il faut procéder par ordre de fréquence, de pathologie fréquente. Par contre, les thyroïdites auto-immunes, c'est fréquent. Donc voilà, si vous voulez prendre cette conduite à tenir diagnostique et thérapeutique devant une urticaire chronique, c'est dans la conférence de consensus 2003. Je vais vous montrer, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, le bilan de première intention, deuxième intention, mais c'est un algorithme français, donc vous allez trouver la toxocarose, alors que chez nous, c'est l'hépatite virale B et C. Je pourrais vous l'envoyer après parce que le truc, je pourrais l'envoyer aux organisateurs, ils savent tout le coup. Oui, 2003, mais l'attitude n'a pas beaucoup changé.
Elle a changé dans le traitement, mais pas dans la démarche étiologique. Ce qui a changé, c'est l'urticaire chronique spontanée où on a arrêté de faire des bilans. Ça fait, on laisse tranquille. Alors maintenant, le traitement. Bien sûr, le traitement symptomatique va reposer en premier sur les antihistaminiques, ça vous le savez, qui vont bloquer l'histamine, la synthèse de l'histamine. Donc plus fréquemment les anti-H2. J'ai mis que les anti-H1, pardon. Les anti-H2 ne sont plus prescrits pratiquement parce qu'ils n'ont pas fait preuve de leur efficacité. On les donnait en deuxième intention. Là, ranitidine, cimétidine, comme pour le prurite, ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Donc franchement, là, mais il y a des équivalents de nouvelles molécules, nouvelle génération, mais ils n'ont pas vraiment d'efficacité. Les antidépresseurs tricycliques, à un moment donné, on les donnait parce qu'ils avaient un effet antihistaminique de type 1 et 2. Mais on n'est jamais de première intention, ça va de soi, jamais de première intention. C'est un traitement anecdotique qu'on laisse vers la fin si on n'a rien du tout. Alors, vous connaissez les différentes familles des antihistaminiques, première génération comme l'atarax et la polaramine, et les deuxième génération, troisième génération. Aujourd'hui, on ne prescrit en général que les deuxième générations, sauf dans certains cas où on cherche un effet sédatif. Si vous cherchez un effet sédatif, vous pouvez donner un le soir de la première génération. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Vous traitez d'emblée par les antihistaminiques de deuxième génération, cétirizine, lévocétirizine, phénoxétadine, on a arrêté, la loratadine, desloratadine, le misolène, etc. Alors, les médicaments qui bloquent la dégranulation, je vais y arriver. Donc là, je vous donne les classes thérapeutiques qu'on utilise. On va donner aussi des médicaments qui vont bloquer la dégranulation des mastocytes. Tout à l'heure, on a bloqué la synthèse de l'histamine. D'abord, c'est la dégranulation des mastocytes, comme par exemple le zadithène, c'est le kétotifène. Donc c'est son mécanisme d'action. Le chromoglycate sodique, comme le nalcron ou l'intercron, qu'on n'a pas malheureusement. Les corticoïdes. Alors, j'ai souligné en rouge avec un rond. On ne le donne jamais dans les urticaires chroniques. On le donne pour passer une phase aiguë trop bruyante et trop dérangeante. Très courte, 3 à 5 jours. Surtout quand il y a une atteinte faciale et qu'on craint une extension laryngée et un risque. Sinon, la prescription n'est pas systématique. En revanche, quand il s'agit d'un tableau d'urgence, bien entendu, c'est une indication systématique. Quelle place des corticoïdes systémiques dans l'urticaire chronique? Non, oubliez. Oubliez, on passe. Les antileucotriennes en troisième ligne de traitement, toujours en association avec les antihistaminiques, ils font pas l'unanimité des auteurs, donc Zaydin Narsen, on va dire. Alors voilà le schéma pour la posologie. Voilà ce qui a changé. Alors depuis 2003 et 2009, au lieu d'associer, avant qu'est-ce qui nous arrivait? On donnait un antihistaminique qui marchait pas, une autre classe. D'abord c'est doubler la posologie. Donc, premier palier, un antihistaminique de type 1, nouvelle génération, au moins 2 semaines, au mieux 4 semaines. Il ne faut jamais évaluer votre résultat de traitement sur 2-3 jours. Allô, il faut d'emblée le dire. 15 jours à 1 mois, et j'évalue. Si ça ne marche pas, je vais doubler 2 fois la dose. 2 semaines plus tard, si ça marche pas, j'ajoute un comprimé, je peux aller jusqu'à 4 fois la posologie. C'est ça, les nouvelles recommandations, et c'est depuis 2009, et c'est toujours le cas. En step 2. Oui, on peut arriver jusqu'à 40 mg. Alors le problème chez nous, pourquoi on le fait pas? Parce que ça coûte cher. C'est tout. Pas forcément. Pas forcément, ça dépend de la tolérance des uns et des autres, et on peut le donner en une prise le soir, si jamais il y a une... On peut les répartir dans la journée, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, on le fait pas chez nous, juste par rapport au coût, ça devient trop cher. Donc, mais en général, on a le droit selon les nouvelles recommandations. Step 3, si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Alors, avant, en 2009, on ajoutait les antileucotriennes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Zaydin Narsen, on préfère la cyclosporine au l'omalizumab, c'est le Xolair. Vous avez entendu parler de du Xolair dans le traitement de l'asthme? Eh ben, il a l'indication aussi dans les urticaires chroniques spontanées résistantes aux autres traitements.
Donc voilà la différence entre 2009 et 2013, c'est ça, c'est qu'on ne compte pas trop sur les leucotriènes, on va leur préférer la cyclosporine et la nouveauté c'était l'omalizumab. Toujours 2 à 4 semaines d'évaluation entre chaque étape. Donc voyez ici, on faisait les antileucotriènes à Tendozo, la cyclosporine et l'omalizumab, et depuis 2013, on oublie ça et on passe directement à cette étape-là. Bien entendu, toujours, on va associer l'éducation thérapeutique parce qu'elle est absente des recommandations. Ils ont oublié de mettre l'éducation thérapeutique. Or, l'éducation thérapeutique est très importante, ne serait-ce que pour leur dire, évitez de prendre des aliments histaminolibérateurs qui vont, même s'ils ne sont pas la cause, ils vont aggraver votre urticaire. Alors, quelle prise en charge en 2017? Donc, c'était une révision de l'European Academy et tout. Ils ont gardé le même schéma par rapport au doublé, la dose, etc. Et ils insistent un petit peu plus sur l'omalizumab. Et en dernière étape, il y a une introduction des biothérapies, de nouvelles molécules. Alors, d'autres traitements sont possibles pour les formes sévères, handicapantes et tout. On les fait bien sûr en hospitalisation. On peut donner du méthotrexate, on peut donner des immunoglobulines en IV, on peut donner le rituximab qui est un anti-CD20, une biothérapie nouvelle. On peut donner les anti-TNF-alpha. Tout ça est basé sur la physiopathologie et les fameux récepteurs parce qu'ils vont agir au niveau des récepteurs de l'enveloppe cellulaire. Donc c'est ça la rançon intellectuelle dans l'usage de ces médicaments. Et puis il y a d'autres médicaments comme la colchicine, la dapsone et tout. Chacun bricole un petit peu à son niveau en fonction de la disponibilité. Il y a des pays qui n'ont même pas ces molécules-là. Nous, on a la chance d'avoir le Xolair, le MTX, la cyclosporine. Donc on peut avoir, on a quand même de quoi faire. Donc voilà, juste pour vous dire que l'omalizumab est un anticorps monoclonal qui va se diriger humanisé, qui est anti-IgE, donc il va bloquer la synthèse et la fabrication des IgE, et donc il va bloquer les mécanismes immunologiques et qui induisent la dégranulation mastocytaire. Donc voilà le schéma. On part toujours de la physiopathologie pour comprendre le traitement. C'est très important. C'est pour ça que dans mes topos, je vais toujours vous parler un peu de physiopathologie au début. Alors, traitement de l'œdème de Quinn, que je vais le détailler, c'est normal. C'est l'adrénaline, qui est traitement d'urgence. On en a parlé tout à l'heure dans la plénière. Si gêne laryngée, on peut donner de l'aérosol en adrénaline. Quand il y a vraiment un œdème de la glotte, au lieu de la sous-cutanée, on va passer à l'intramusculaire à raison de 0,25 mg à 1 mg. Donc, on va augmenter progressivement la dose. Une deuxième. Si au bout de la deuxième, ça va pas, il faut l'intraveineuse. ما كايناش عندنا ما عندناش nébulisateur. Alors l'oxygène bien sûr et l'hospitalisation d'urgence, mais vous à votre niveau, que vous soyez public ou privé, il faut déjà entamer le traitement d'urgence parce que le délai est très court et vu la circulation etc. Je ne sais pas donc il faut faire attention et déclencher. Alors les corticoïdes oui, ils font partie aussi du traitement par voie intraveineuse, soit du Célestène en général ou Solumedrol 20 à 40 mg en fonction du poids. Il faut adapter au poids. N'oubliez pas que si quelqu'un est obèse, donc il faut adapter un petit peu au poids. Ça, c'est l'hospitalisation. On le fait pas. Donc, en fonction de la gravité. Et puis, bien entendu, on va ajouter une injection d'un antihistaminique de première génération. Pourquoi première génération? Parce que les deuxième génération, ma fait honte les injectables. Les injectables, qu'il y ait l'atarax ou qu'il y ait le polaramine. Maintenant, deuxième génération, il n'y a pas d'injectable. Donc, on est obligé, dans la voie veineuse, de donner la première génération. Le choc anaphylactique, c'est encore pire, donc c'est la même chose, adrénaline, là c'est le remplissage, c'est l'oxygénothérapie, c'est les solutés, c'est la réanimation, et ça peut aller jusqu'à l'intubation. Pour l'œdème angioneurotique héréditaire, la prise en charge est particulière, le traitement prophylactique est toujours de mise, ces gens qui ont ce problème-là, on va leur donner du danatrol à vie, donc ils vont tout le temps de danatrol, et pendant les poussées, on va ajouter l'acide trinexamique. Exactement, l'hexacil pendant les crises et des fois dans les formes graves on perfuse des concentrés de sein inhibiteurs, on les a pas au Maroc. L'hexacil. Oui, mais il fait partie des traitements. Il agit sur la composante endothéliale, vasculaire.
Non. Non, ça sert à rien. Pourquoi? Non, ça sert à rien. Mais faites attention quand vous le donnez parce qu'il est contre-indiqué dans les terrains thrombotiques, les antécédents de thrombose, etc. Attention, phlébite, donnez pas d'hexacyl. Non, c'est le dalatrol qui est donné en continu. C'est le dalatrol et on l'a pas au Maroc, c'est Jibou Maam France. J'ai quelques cas, j'ai quelques malades que je suis, donc voilà, on arrive à difficilement on jongle pour avoir les médicaments. En cas, alors en comprimé, si la forme est gentille, mais en par voie intraveineuse, si on arrive à des formes simples. Alors les indications, donc c'est très simple, urticaire aiguë superficielle, aiguë, antihistamique, ceftoldalo. Vous pouvez faire l'enquête tranquillement, chercher l'aliment, chercher, etc. L'urticaire chronique récidivante spontanée, anti-H1, et suivez le protocole et j'insiste sur les délais. Ça ne sert à rien d'évaluer à 1 semaine ou 2. Toujours attendre au moins 2, voire 1 mois avant de dire mon traitement n'est pas efficace. Et il faut du temps pour calmer la réaction, la médiation inflammatoire. D'accord? Alors l'hydroxyzine est souvent efficace dans l'urticaire cholinergique, donc on va donner plus l'atarax ou équivalent quand il s'agit d'urticaire cholinergique. Il y a des entités où certains antihistaminiques donnent plus d'efficacité que d'autres. Et ça, c'est l'expérience des experts. Et donc, voilà, je vous donne des tuyaux. Comme là, le cholinergique, on va donner la première génération. Le dermographisme peut nécessiter des prescriptions pendant des années. En général, quand j'ai une urticaire chronique, le traitement est continu. Alors, le traitement est continu quand on parle d'antihistaminique. Dans l'urticaire chronique, c'est un traitement continu. C'est vous qui décidez quand arrêter. Et j'annonce tout de suite la couleur. Le traitement peut aller de 6 mois jusqu'à 2 ans, voire plus. Parce qu'il y a des urticaires qui peuvent durer jusqu'à 10 ans. Mais oui, mais voilà. Après, on leur dit de faites attention. Et puis, vous savez que chacun est sensible à certaines molécules et pas d'autres. Qu'il y a 10 personnes, la même molécule, donc après, c'est que le poids, je change de molécule. Tout simplement. Parce qu'elles sont en général toutes... On continue à associer. Oui, mais c'est des molécules différentes. C'est ce qu'on faisait avant. Avant, on faisait texétirizine et l'oratadine, je continue à le faire des fois. Parce que là, je juge de l'évolution. Mais on peut aussi associer deux différentes. Ce n'est pas interdit. Quand on donne des guidelines, ce n'est pas une contre-indication de faire. Mais les guidelines sont basés sur les résultats de grandes cohortes qui ont prouvé leur efficacité. Mais on n'est pas obligé de suivre la France à tout bas ou l'Europe à tout va. On est aussi en train d'adopter nos prises en charge. Donc, ça m'arrive aussi d'associer de la loratadine avec de la cétirizine, de la lévocétirizine avec la disloratadine, et on peut changer de molécule parce que, comme je vous ai dit, chacun est sensible. La même personne peut de la cétirizine, aucun résultat. Loratadine, en quelques jours, elle va mieux. On ne comprend pas pourquoi. Et d'où l'intérêt d'évaluer et de changer éventuellement de molécule si la multiplicité de la posologie n'a pas marché. 2 à 4 semaines. Selon la sévérité. Soit je vais donner 1 ou double la dose. Je revois, il a Ranqol les patients, vous avez 2 semaines. Si vous voyez que les choses diminuent ou la restent stable, si vous voyez que les choses s'aggravent et que vous n'êtes pas bien, au bout de 2 semaines, vous pouvez. D'accord? C'est tout. Non. Non, aucune place. Aucune place, nulle part, c'est fini ça. Non. Donc il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, on va augmenter la posologie, on va changer de molécule, on peut essayer des associations et on va trouver, jusqu'à ce qu'on trouve la formule efficace qui va calmer. D'accord? On va chercher jusqu'à trouver la formule efficace. Quand on est bon et on arrête. Donc je crois que mon temps est écoulé, ils ont arrêté? 1? 2 minutes? J'ai fini de toute façon. Là, je vais la projection. علاش حيدتوا لي لا كونيكسيون
شنو وقع؟ وانا اللي عييت. Oui, parce qu'on a pris notre temps, parce qu'on a pris حاجه مورانا تعطلنا donc. Oui, bien sûr, mais ça peut demander de nombreuses années. Mais le plus important, c'est que même si ça persiste, avec le traitement, ça baisse. Et on va voir maintenant les nouvelles thérapeutiques avec le Xolair et le rituximab. On peut avoir une très grande efficacité rapidement. Mais ça coûte cher. Le problème, c'est le coût de ces traitements-là. Et il faut les faire en hospitalier parce que ça nécessite des bilans, il y a des contre-indications et tout. Mais quand ça résiste, on peut tenter. Hein. Alors, les régimes, rapidement, j'ai dit qu'il n'est pas question de donner des régimes d'éviction à tout va. On va peut-être enlever de l'alimentation tout ce qui est histaminolibérateur, fromage, voilà. Non, c'est pas moi qu'il faut voir, moi on me voit. C'est la fraise, le chocolat, la banane, la tomate crue, l'artichaut, le kiwi, les fruits exotiques, les crevettes, tout ce que vous connaissez en histaminolibérateur, il faut éviter. C'est important. Je ne viens, pardon. Ça dépend. Des fois, les insectes sont méchantes. Bon, c'est pas grave, je récapitule. Traitement de première ligne, deuxième génération, un comprimé. 2 semaines ou 4, je double. Ça marche pas, je double. Ça marche pas, je change. Je fais des associations. Si ça ne marche pas et si c'est vraiment résistant, là, je l'adresse pour un traitement systémique, cyclo, MTX, Xolair, rituximab, etc. Donc voilà un petit peu la démarche et je crois que j'ai fini. Voilà.